Devant moi, une photo, une salle éclairée, tamisée, des rideaux lourds. Janan. Massoud se tient et il parle. On n'entend pas ses paroles, mais on voit le regard attentif de ses généraux, assis tout autour de lui, leurs pacoles et leurs turbans. Entre eux, quelques tables, puis un vase de fleurs, un pichet d'eau. On pourrait croire que c'est presque une réunion d'anciens élèves ou une réunion d'un village comme un autre. Et pourtant, on est au lendemain de la prise de Kaboul en 1990. Et ces seigneurs armés sont à l'aube de ce qui deviendra une guerre civile terrible. Et alors que Massoud leur parle et qu'ils écoutent, l'air attentif, et qu'ils prêchent ce qui voudrait être la paix pour le lendemain de l'Afghanistan, pour des lendemains à venir, pacifiques, loin du joug de la guerre, il y a sur la table en face de lui une Kalachnikov, comme si le vase de fleurs et la Kalachnikov qu'il y avait entre eux n'étaient finalement que le présage que, au bout des fusils, il n'y aura pas des fleurs, mais il y aura bien des balles à venir. Sans un visage, un podcast Webistan et les ateliers Reza. Épisode 5, la guerre civile en Afghanistan, les seigneurs armés. Début avril 1992, Reza. les nouvelles est arrivées de Kaboul, enfin de l'Afghanistan, par des contacts que j'avais avec les gens de Massoud, que la chute de Kaboul est imminente. Et Massoud, elle aimerait bien que vous y soyez. Donc, le lendemain, j'étais en avion, parti à Peshawar, et oui, le Kaboul il venait être tombé dans les mains de Moudjahidine. Massoud n'était pas encore rentré, mais on savait que ça va tomber du jour au lendemain. Et il fallait arriver à voir Massoud. Donc, le premier obstacle, passer jusqu'à la frontière Afghanistan, donc de Peshawar, et c'est là où les zones tribales, et c'est difficile de pénétrer. Donc ça, c'était le premier obstacle il fallait que je traverse. Et une fois arrivé à la frontière, il y avait les douaniers pakistanais qui ont pêché, et il fallait dépasser ces douaniers, et ensuite trouver un moyen à monter jusqu'à Kaboul, et après de Kaboul, là où Massoud était, qui est Bagram. Bagram, c'est un très grand centre de militaire, l'aéroport aussi, l'aéroport militaire d'Afghanistan, où pendant longtemps c'était le centre d'opération de l'armée soviétique ou des Russes. Et je prends un taxi pour arriver à Kaboul, et de Kaboul, il faut aller à Bagram, et on me dit que la route de Bagram est complètement fermée par le groupe de Hezb Eslami de Gulbuddin Hekmatyar, qui est anti-Massoud. À l'époque, il y a deux routes qui mènent de Bagram à Kaboul. Il y en a un qui fait 30 km, l'autre qui fait 35. Il y en a un qui s'appelle la route ancienne et la route nouvelle. Mais en tout cas, je dois prendre tous les risques de monter de Kaboul jusqu'à Bagram, dans un endroit complètement, dans un moment méconnu. On ne sait pas qui tient où sont les membres du gouvernement, s'ils sont, parce qu'il y avait beaucoup de désertions, il y avait les casernes entières qui étaient vides, et que les gens étaient rentrés, ils avaient tout pillé, tous les armements, donc c'était un vrai chaos inimaginable. Finalement, j'arrive à Bagram, là où je vois des milliers de Moudjahidines, les hommes de Massoud, tout prêts, habillés, et des centaines
des voitures, des blindés, des chars qui sont là. Et à un moment, ça me rappelle 7 ans avant, en 85, quand Massoud il commençait à former ses premières 100 hommes en disant voilà, ces 100 que je forme, ils vont aller dans les 100 localités et chacun va former 100 autres. Comme ça, on aura une armée de 10 000 dans tout Afghanistan. Et je me rappelais ces personnes, quelques personnes autour de lui avec quelques fusils. Et là, d'un seul coup, j'ai en face de moi une colonne incroyable, très disciplinée, tous bien en uniforme. Et ensuite, on me dit, Massoud et ses hommes, ils sont assis dans telle salle. Je rentre dans la salle, je vois, ils sont tous assis. Et chose incroyable, il me voit, il se lève, il vient vers moi, il me prend dans ses bras comme ça, bonjour, bienvenue. Et après, il rit et il me rappelle une histoire que même moi j'avais oubliée, qui était en 85, notre première rencontre, le moment où je le quittais. Je partais enfin après le premier reportage que j'avais fait, je devais rentrer à Paris. En disant au revoir, je l'avais dit, écoute, je ne sais pas quand est-ce qu'on va se revoir, mais en tout cas, j'espère qu'on rentrera à Téhéran ou à Kaboul libres ensemble. Il m'avait dit tout de suite, Téhéran, je ne te promets pas, ça c'est ton histoire. Mais Kaboul, je te promets, on ira ensemble. Et à ce moment, 7 ans après, il me voit, il dit je t'attendais. Il prend ma main, il dit allez, à tous ces hommes, on monte sur la char. Il m'aide à monter sur la char avec lui. Il dit je t'avais promis Kaboul, on y va. Et encore une autre génie de Massoud, c'est que comme il a préparé toute cette colonne qui doivent rentrer à Kaboul sur la route A, imaginez. Donc Massoud est au courant que les hommes de Hekmatyar, ils ont préparé une embuscade, et même moi, parce que j'avais fait la même route pour arriver avec beaucoup de difficultés, je lui ai dit, écoute, moi j'ai vu, oui, il me demande, j'ai vu qu'il y avait des embuscades. Donc ça, c'est une première. La deuxième, c'est que l'autre route aussi, il est tenu par un autre commandant qui s'appelle commandant Haji Almas, mais que c'est pas 100% sûr s'il est pro-Massoud ou il change de camp tout le temps. Ça, c'était un des problèmes en Afghanistan. Et c'est toujours aussi, c'est que les commandants, ils changent de camp de temps en temps, selon leurs intérêts ou finances, ou ils se font acheter par telle ou telle personne. Donc, ce Haji Almas, on n'est pas très sûr, Massoud le fait venir et il dit tu vas monter dans le même char que moi. Vous voyez, il se protège comme ça. Et de l'autre côté, comme on est sur la route A, vous avez les gens de Hekmatyar qui attendent et une centaine plus, voire des journalistes du monde. Ils sont tous là. Et donc, le convoi, ça prend la route à 1 kilomètre. Parti d'un seul coup, il fait le demi-tour et il va foncer sur la route B à toute vitesse pour dévier toute l'attente de toutes les embuscades que les gens avaient préparées. Parce que pour ces gens-là, ils n'avaient plus
la possibilité ni le temps de passer de la route A à la route B. Il fallait qu'il rentre à Kaboul, de remonter. Et ça, c'était une des dernières génies stratégiques de Massoud qui déjoue toute forme d'embuscade avant de rentrer à Kaboul. Donc, on a pris la route B, qui est une route un peu difficile, qui a beaucoup de poussière et autres. Mais finalement, la nuit tombée, on rentre à Kaboul. Ça, c'est un moment historique pour moi, être sur le même char avec Massoud et qu'on va rentrer à Kaboul. Sauf que tous les journalistes et tous les gens, ils attendent sur une autre route. Et on va directement dans le quartier général de l'armée afghane, où vous avez 3-4 généraux qui l'attendent pour lui donner la clé de caserne et se rendre. Et même, on arrive là, tous ces généraux on les connaissait, qu'ils sont vraiment des gens très pro-soviétiques, pro-russes, communistes, enfin une grande partie. Et là, ils sont tous là, ils donnent la clé de tout à Massoud. Et il y a une très grande carte d'Afghanistan et de Kaboul qui lui explique voilà, où sont les hommes, comment il faut faire, comment il faut défendre Kaboul. Parce que maintenant, vous avez des moudjahidines qui sont anti-Massoud et qui sont provoqués par Pakistan et la République islamique, qui ne veut pas que Massoud prenne le pouvoir. Parce que, vous voyez, ça c'est des choses très peu connues dans le monde, où le Pakistan et la République islamique Iran, ils ne veulent absolument pas que Massoud prenne le pouvoir. Parce que s'ils prennent le pouvoir, Afghanistan va devenir un pays libre, indépendant, et en allant vers une démocratie qui n'est ni voulu ou aimé par Pakistan ni par l'Iran. Ne parlons pas des Russes qui sont 100% déjà contre Massoud. Bref, on arrive là-bas et jusqu'à 3 heures du matin, il y a cette grande réunion avec les généraux et ensuite une toute petite groupe de Massoud et 2 voitures. Massoud me dit montez dans la voiture avec moi. On va dans la rue déserte de Kaboul, il n'y a personne, et arriver dans un endroit où il doit résider. C'était le bureau du Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur, l'un ou l'autre. Je reste avec Massoud et on écoute des nouvelles, toutes les radios du monde, ils disent on vient d'entendre que Massoud est rentré à Kaboul, mais personne ne sait où c'est, ou tout ça. Et moi, je suis avec lui, on écoute la radio, tous les RFI, BBC et autres qui disent que Massoud il vient de rentrer à Kaboul, personne ne l'a vu, on ne sait pas où il est, mais on sait qu'il est à Kaboul. Le lendemain, la première chose après le petit déjeuner, à peine on a dormi 3 heures, il dit j'ai une réunion importante, il faut que tu viennes avec moi. La réunion, ça se fait dans un hôtel qui s'appelait Hôtel Kaboul. C'était le grand hôtel de Kaboul à l'époque. Et j'ai dit, c'est qui ? Il dit, tu verras, certains peut-être tu vas connaître. Et on arrive, évidemment, toujours avec le convoi, très vite, avec les gardes et tout ça. On rentre dans l'hôtel et on va dans le salon qui est déjà prêt et je vois ceux qui sont assis, une poignée des hommes. Et en discutant, parce que le visage a beaucoup changé, moi je ne le connais pas, et en voyant le nom, je me rends compte que parmi eux, il y en a ceux qui faisaient partie parmi de ces 100 premiers commandants que lui formait, qui sont devenus des commandants, ils sont allés un peu partout, et maintenant ils sont tous revenus. Sauf que de ces 100, il en restait 13, tous morts. Et c'est eux qui sont réunis autour de cette table, leur première rencontre après la prise de Kaboul. Et là où je regrette toujours à l'époque de ne pas avoir la possibilité de filmer
ni téléphone portable comme aujourd'hui, ou même caméra vidéo. C'est ce qui fait dans cette photo. À ce moment-là, il y a un de ces hommes qui a une Kalachnikov sur la table. Ça, c'était ce qui... Constamment, ils étaient toujours entourés par des armes. Et Massoud, il avait toujours un stylo dans la poche, tout le temps, avec un petit carnet qui prenait des notes. Et il montre la Kalachnikov, il dit mes amis, mes frères, ils appelaient, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En plus que nous avons vraiment arrivé à notre but, nous avons pris Kaboul, nous, on a un autre combat maintenant qui commence, et notre combat prochain aura une autre arme que celui qu'il y a ici. Et ça, il sort de ce plume. Il dit voilà, ça va être notre prochaine arme de combat pour reconstruire notre pays et Afghanistan. Et c'est marrant, je me souviens toujours que dans cette groupe, certains, ils n'ont pas compris ce qu'il voulait dire. C'est comme si ils ne comprenaient pas, je voyais leur visage. Et il n'a pas compris qu'est-ce que voulait dire. Mais en tout cas, il a continué en disant, voilà, là maintenant, on va aller vers la création d'un gouvernement provisoire, et je veux que vous soyez tous avec moi, comme vous étiez constamment. Et après le gouvernement provisoire, créer l'élection, que le pays revienne, le Parlement, et ensuite, nous, on a fait notre travail, on partira. C'est là où on dit qu'on a fait notre travail, on va partir, que je sens encore que certains ne sont pas très contents de cette idée que Massoud aimait. Et ça me rappelle quand il m'avait dit en 85 que le jour où j'arriverai à mettre en place un gouvernement et autres, je deviendrai l'instituteur de l'école de ce petit village en face. Ouais. Donc, la discussion, ça prendrait presque 2 heures avec eux, parce qu'il y a plein de réponses et questions, qui va faire quoi. Et ensuite, on retourne dans l'endroit où ils vivaient, et moi je passe 10 jours avec Massoud, les 10 premiers jours de gouvernement, comment dirais-je, la prise de Kaboul. Et ça, c'est ces 10 jours que, des années après, quand je regarde cette photo, de plus en plus, je sens qu'il y a quelque chose encore parmi certains de mes photographies où il y a un double sens dedans, où il y a quelque chose qui se révèle plus tard que c'était une prémonition, voilà, sans savoir. Et quand on voit bien, déjà il y a une table, ouais, qui est assez en blanc en plus. Le nappe, c'est en blanc. C'est pas mis dans le même sens. Et ils ne sont pas tous ensemble. Mais sans vraiment savoir, j'ai placé mon caméra dans un angle où la petite lumière qui est contre le mur, ça crée comme un halo autour de tête de Massoud. Et la façon dont il regarde, c'est juste le moment, il faut savoir aussi, c'est juste le moment où il dit que notre arme, ça va être le stylo, et qu'on va se battre avec la culture et notre savoir-faire. Et c'est à ce moment-là. Et en les comptant, oui, ils sont le même nombre que la scène. On ne sait pas si il y a eu parmi ces hommes, les gens qui ont participé à ça ou non. Donc cette photographie, pour moi, ça devient une énigme de parmi mes photos, une énigme qu'il y a quelque chose encore dedans à aller voir qui sont ces gens-là exactement, qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant le moment de l'assassinat de Massoud et tout ça.
ensuite, je suis retourné plusieurs fois pour rencontrer de nouveau Massoud. Et après, il y a eu la guerre civile. Et que cette guerre civile qui était le plus terrible aussi dans l'histoire d'Afghanistan, c'est que la République islamique Iran, il a provoqué le groupe chiite afghan en créant des proxys, comme ils ont fait un peu partout, pour attaquer Massoud. Les Pakistanais, ils ont aidé Hekmatyar pour attaquer Massoud. Donc, tous ces rêves de la démocratie, la constitution et le crayon d'Allemagne, c'est complètement devenu quelque chose de beaucoup plus sanglant. La guerre civile, très sanglante, et que, évidemment, dans une guerre civile, c'est vraiment fraternicide. C'est qu'il y a eu des choses qui se font de tous les côtés, que l'histoire, il écrit avec des lettres très noires, que ce soit des hommes de Massoud ou les hommes qui étaient poussés par l'Iran, la République islamique iranienne, ou par les Pakistanais. Ils ont tous commis des crimes abominables dans les guerres civiles, ce qui se passe partout dans le monde. Il n'y a pas de guerre propre, en tout cas. Il n'y a pas de guerre propre. Dès qu'on parle de guerre, je pense que la phrase la plus courte pour expliquer ce que c'est la guerre pour moi, c'est la phrase française qui dit « à la guerre comme à la guerre ». Et ça, c'est très profond cette phrase, « à la guerre comme à la guerre ». C'est-à-dire que personne ne peut dire que on peut avoir toutes les conventions de Genève, New York et tout, faire signer par tout le monde, mais à la guerre comme à la guerre. Et ça revient à vraiment au début de l'histoire des guerres entre les êtres humains, que tout est permis. Ouais. Tout est permis dans la guerre, malheureusement. Et notamment en 1985, c'est pas une bonne année pour les soviétiques. Puis alors, c'est pas une bonne année tout court, parce que 1985, c'est vraiment le début de la fin du système soviétique. Gorbatchev arrive au pouvoir, il trouve une URSS dont les leviers ne répondent plus. Il est véritablement battu par le rival américain dans la fameuse guerre des étoiles, c'est-à-dire dans l'initiative de défense stratégique. Donc ça va très mal, tout se défait, la population soviétique est mécontente parce que les 50 000 morts dont je vous parlais tout à l'heure, vous savez, il y a quand même eu 600 000 soldats soviétiques engagés sur le terrain. Alors jamais ensemble, mais disons, ensemble c'était 120 000, ce qui est déjà énorme. Mais un total de 600 000 sur 10 ans, donc vous imaginez l'état des familles. Et ça, c'est des choses que Poutine n'a pas grand-chose dans la tête, mais il doit avoir nécessairement ce souvenir dans la tête lorsqu'il s'engage dans cette guerre avec l'Ukraine, dont on dit qu'actuellement, elle frise les centaines de milliers de victimes. Je ne veux pas donner un chiffre parce qu'on ne peut pas, mais l'échelle est pire encore que dans le cas afghan. Et finalement, Gorbatchev se dit il faut sortir de là. Il faut sortir du guêpier, et sortir de manière pas trop honteuse, c'est sortir après négociation. Donc les troupes soviétiques se retirent, et au nom de ces fameux accords de Genève, le gouvernement en place, de sympathie pro-soviétique, demeure, mais il ne va pas demeurer longtemps. Et 3 ans après, les
soviétiques se retirent en 88-89, et en 92, c'est cette résistance islamiste, nationale, conservatrice qui prend le pouvoir, avec Rabbani comme chef de l'exécutif et Massoud, son ministre de la Défense. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire, à partir de 1992, on voit d'abord dans l'ombre et de manière de plus en plus officielle une nouvelle vague se constituer à partir d'un islamisme plus radical soutenu par le Pakistan et les services secrets. Le Pakistan à l'époque est gouverné par Benazir Bhutto, qui n'est pourtant pas une extrémiste, n'est-ce pas ? Et les services secrets pakistanais forment un nouveau courant qui va devenir célèbre, qui est celui des talibans. Talibans, ça veut dire élèves d'une école coranique, et ils vont peu à peu constituer un parti qui va se lancer à l'assaut de cet Afghanistan tenu par le couple Rabbani-Massoud, et en 1996 vont prendre le pouvoir. C'est ce qui va donner naissance à ce premier régime taliban qui va tenir jusqu'à l'intervention américaine 5 ans plus tard, en 2001. Et donc, tout ceci va se terminer tragiquement, puisque le 9 septembre 2001, Massoud, interviewé par de pseudo-journalistes, est en réalité assassiné par ceux-ci. On n'a jamais su très exactement comment ça s'est passé, mais il est clair que c'est Al-Qaïda, très proche des talibans, qui l'a assassiné dans son fief, et que du coup, 2 jours après, il y a l'attaque que le même Al-Qaïda va mener contre les Twin Towers à New York. Alors, voilà un peu le contexte. Et vous voyez comment cet homme, on le lit dans son regard, si bien capté par Reza, malgré lui, mais aussi du fait de son énergie propre, était un peu au centre de tous les drames, je dirais, de ce passage d'un millénaire à l'autre. Né dans un millénaire et mort sitôt le millénaire suivant installé, il a incarné cette, je dirais, cette triple tension dont nous sommes toujours tributaires. Cette tension entre 2 mondes, le vieux monde du Nord et ce nouveau monde qui se cherche du Sud, et de 2 mondes qui ne se comprennent pas. Tension aussi liée à l'extraordinaire fragmentation des acteurs et d'un jeu extrêmement mobile qui va les caractériser. Et enfin, je dirais, tension liée à l'incompréhension des catégories et de l'incompréhension des reclassements. C'est-à-dire, cet homme a été en même temps victime, vous vous rendez compte, dit ça aujourd'hui, ça paraît presque monstrueux, victime de la sympathie que certains mouvements et services secrets occidentaux avaient pour un islamisme radical, et victime de sa propre modération, mais aussi de sa propre détermination. Donc tout ça, je dirais, c'est le martyre de l'incompréhension du monde. Et ça incite à la modestie, c'est-à-dire à savoir comprendre l'autre, savoir construire l'altérité. Lui était au centre de l'altérité, et il a été victime du mépris que l'on porte à l'altérité. Merci d'avoir écouté Son un visage. Sur une idée originale de Rachel Degati et Reza. Réalisé et mixé par Emma Sednaoui. Dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Janan, Reza, ainsi que de l'intervention de Bertrand Badi.
Vous pouvez retrouver son dernier ouvrage, L'Art de la paix, aux éditions Flammarion. La musique est signée Sinan Bataille. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez acquérir son tirage sur le site web studioreza.com et ainsi soutenir le podcast. On se retrouve chaque 10 du mois pour un nouvel épisode.